Bonsoir à tous, merci d'être venus. Désolé pour les problèmes de logistique, mais on avait pas mal de personnes qui n'étaient pas inscrites et qui étaient venues, et la salle est limitée en capacité. Donc on essaie de faire au mieux et on espère que notre invité et conférencier pourra venir. Nous sommes aujourd'hui ici pour partager une expérience avec le professeur Milkman qui nous vient de l'université de Denver. Il parlera beaucoup mieux de lui que moi. Ce que je voudrais dire, c'est que l'initiative de faire venir cette semaine et de partager sur cette expérience qui a eu lieu initialement dans un pays au nord de l'hémisphère est une initiative de la Fédération des industries de Nouvelle-Calédonie, puisque nous sommes convaincus, nous, industriels calédoniens, que ces questions d'addiction, et notamment vis-à-vis de la jeunesse calédonienne, sont une question de société essentielle qui nous concerne tous dans notre quotidien, soit dans notre quotidien dans nos entreprises, dans nos industries, soit dans notre quotidien vis-à-vis de nos enfants ou des enfants que nos enfants rencontrent. Donc on pense que la solution n'est pas une solution simple pour qu'on puisse progresser dans le domaine. Et effectivement, dans les échanges qu'on a eus avec différents organismes, un des échanges nous a amené vers le professeur Milkman, et c'est pour ça qu'on a souhaité le faire venir cette semaine, partager, et on espère qu'on arrivera à construire quelque chose avec lui. La construction ou l'idée de la construction qu'on voudrait développer avec lui, c'est une construction communautaire. Le problème des addictions est un problème qui concerne toutes les communautés en Calédonie, et on pense que c'est tous ensemble qu'on doit essayer de développer des solutions qui sont des solutions à un problème complexe. Voilà, merci de votre présence, et puis je vous propose qu'on laisse parler le professeur Milkman initialement. Ce qui est prévu, c'est qu'on ait à peu près une petite heure de présentation qui soit faite, et après qu'on ait un échange, donc des questions-réponses. Bien entendu, ce n'est pas la seule fois qu'on aura des échanges avec lui, puisqu'on espère pouvoir le faire revenir ultérieurement pour lancer ce travail avec lui. Merci. Bonjour. Bonsoir tout le monde. C'est un honneur de me retrouver ici parmi vous ce soir. C'est ma première visite en Nouvelle-Calédonie et je voudrais dire que je me sens très bien reçu. L'accueil était très chaleureux dans toutes les instances que j'ai pu me rendre aujourd'hui et hier. Je sais que je suis visiteur, je ne sais pas tout sur la Nouvelle-Calédonie, donc les commentaires que j'aurai à faire seront basés sur des principes, des grands principes qui ont pu apporter des changements extraordinaires en Islande et dans d'autres pays du monde. Et je suis tout à fait conscient qu'il faudra adapter ces solutions au contexte calédonien. Donc nous allons collaborer, travailler ensemble et apprendre ensemble sur les adaptations apportées. Alors, pour parler de mon passé, je suis très expérimenté. Vous voyez par la couleur de mes cheveux. Ça fait très longtemps ça fait 4 décennies d'ailleurs que je travaille dans le domaine de la psychologie. Je suis un professeur aussi à l'université de Reykjavik en Islande. À l'université de Reykjavik, j'ai écrit de nombreux ouvrages. J'ai introduit un certain nombre de programmes sur des questions d'addiction sur des substances. J'ai travaillé dans le système carcéraire australien. J'ai un programme pour adolescents qui est animé en Australie par un certain nombre de personnes pour créer un programme d'études qui sera utilisé en ligne et sur les téléphones portables. Donc, j'ai une carrière très riche et très épanouissante. Mon meilleur livre, je crois, c'est Craving for Ecstasy and Natural Highs. Donc, la recherche du bonheur, mais le désir de planer, que ce soit par l'argent, la cocaïne, le sexe,
les voitures, de toute chose addictive. Donc les gens deviennent en fait addicts des changements chimiques qui opèrent dans leur cerveau. Et donc, ça peut être les jeux du hasard, etc. Donc, on peut devenir addict du plaisir, de la poursuite du plaisir. Et donc, ce travail m'a valu donc une subvention de $2 millions pour un programme à Denver, au Colorado. Donc, j'ai collaboré avec une compagnie de danse afro-américaine à Denver pour essayer de changer la chimie du cerveau de façon plus saine au moyen de l'art, de la chanson, etc. Et nous avons travaillé avec plus de 2000 jeunes sur 10 ans. Et nous avons énormément de diversité au Colorado, un petit peu comme la Nouvelle-Calédonie. Nous avons une population très diverse. À Denver, 40% de la population dans intramuros est d'origine mexicaine, 20% afro-américaine et le reste donc de descendance européenne. Et nous avons pu donc prendre en compte cette grande diversité. Aussi en Australie, nous travaillons avec la population aborigène qui est surreprésentée dans le système carcéraire. Et donc, nous avons trouvé des façons très innovantes de travailler avec ces populations. J'ai effectué des recherches sur la Nouvelle-Calédonie. Je comprends que vous avez une grande densité démographique dans le sud de l'île et que vous avez 3 provinces. Et j'estime qu'il y a aussi de grandes différences entre les populations et communautés de votre pays. Quelque chose que je voudrais souligner, que ce n'est pas un modèle national que j'essaie d'imposer sur la Nouvelle-Calédonie. Pas du tout. C'est une approche communauté par communauté. Et c'est là la magie du modèle islandais. C'est une approche de proximité. Dans chaque communauté, les facteurs de risque et de résilience sont différents. Donc, par la recherche, on essaie de connaître les problèmes dans chacune de ces communautés et trouver donc des solutions pour pallier. Et il y a eu énormément il faut énormément de collaboration entre les différents secteurs de la société. On ne peut pas faire cela en isolement avec les professeurs ou bien avec les politiques, etc. Il faut faire intervenir toutes ces parties de la société, y compris les ONG, bien sûr. Et donc, nous avons examiné ce que nous savons sur les schémas d'abus de substances en Nouvelle-Calédonie. Nous avons examiné l'épidémiologie des problèmes psychiatriques dans les différentes communautés de la Nouvelle-Calédonie. Et nous voyons qu'il y a une surreprésentation, surtout en ce qui concerne l'alcoolisme et la délinquance juvénile. Ici, les taux sont beaucoup plus élevés qu'en France, par exemple. C'est une préoccupation, bien sûr, et donc il faut tuer cela dans l'œuf avant que ça devienne beaucoup plus grave. Donc, le dernier point de cette diapositive, une autre étude a révélé des caractéristiques épidémiologiques de troubles mentaux spécifiques à la Nouvelle-Calédonie, confirmant les données contenues dans la documentation portant sur l'alcool, les drogues et la violence au sein de cette population. Alors, voici les données islandais. C'est ce qui a fait le tour du monde. Pour votre information, nous avons 2 modèles qui font le tour du monde dans ce domaine. L'un, c'est le modèle portugais. Le Portugal a
décriminaliser toutes les substances addictives, ce qui est contre-intuitif. Avant ça, ils avaient le taux d'addiction aux opiacés plus élevé d'Europe. Maintenant, ils ont peut-être le taux le plus faible. Je ne dis pas qu'il faut décriminaliser ces substances en Nouvelle-Calédonie, mais il faut essayer d'atteindre ces populations qui sont affectées. Et l'autre modèle, c'est le modèle islandais. Je fais partie de l'équipe qui a créé donc ce modèle. Lorsque j'ai proposé de donner aux adolescents des choses plus intéressantes à faire que de prendre des drogues, il y a 10 ans, ou il y a 20 ans, je travaillais en consultation avec un professeur de l'université de Reykjavik en Islande. Et les Islandais nous ont dit, pourquoi attendre que les enfants aient des problèmes? Pourquoi leur donner de meilleures activités avant que ces problèmes arrivent? Donc les Islandais ont commencé ont proposé des alternatives aux Islandais, aux jeunes, pour changer la chimie du cerveau de façon plus naturelle et plus saine. Les êtres humains ont tendance à vouloir changer la chimie, la composition chimique de leur cerveau. Nous savons que le cerveau est une immense usine pharmaceutique qui crée ses propres produits chimiques. Donc on parle de dopamine et de sérotonine et des endorphines. Donc pourquoi pas créer un système qui permet aux gens de changer la chimie de leur cerveau sans utiliser des contrefaçons telles que le marijuana, la morphine, ou l'héroïne et toutes les autres drogues qui sont disponibles sur le marché. Alors, les Islandais ont décidé d'utiliser ce système et nous offrons donc, nous proposons aux jeunes des activités mentorisées, surveillées, qui ont complètement changé leur communauté. Comme vous voyez sur le graphique, les résultats dramatiques que nous avons pu avoir. Donc en 1998, 42% des adolescents islandais de 15 à 16 ans se saoulaient chaque mois. Et là, nous sommes à 7% aujourd'hui. Ce sont des résultats absolument merveilleux. Et le tabagisme aussi, vous voyez que le tabagisme quotidien était à 23% de ce cohorte de 15 à 16 ans en 1998. Et maintenant, nous avons un taux de 5%. Et il y a donc une baisse aussi de l'abus de la chiche aussi, de la marijuana. Et nous avons pu publier une centaine d'articles sur cette étude. Nous avons présenté 2 fois aux Nations Unies ce programme également. Donc, dans mon travail avec les Islandais, j'ai pu publier ce qui est peut-être le premier article public sur cette question, sur un journal très connu en langue anglaise. C'est peut-être le journal le plus lu sur l'Internet, le Huffington Post. C'est un article que j'ai donc publié dans ce journal, et ça a été repris par Mosaic, qui est un journal britannique qui est de très haut niveau, et c'est devenu viral, ça fait le tour du monde, comme on dit aujourd'hui, et c'est pour ça que je me trouve ici aujourd'hui. Tout le monde dans le monde s'intéresse. J'étais en Norvège, et avant ça en Équateur, et j'étais au Chili également. Donc les gens comprennent que c'est un modèle qui peut apporter des changements dans leur communauté. Donc là, vous voyez Reykjavik en 1998. Les gosses étaient... c'était le désordre. Ça faisait même peur de descendre dans la rue le week-end, le soir. Il y avait pas mal de bagarres, de saouleries. C'était pas extrêmement violent. Il n'y avait pas de meurtre. Mais il y avait des bagarres dans la rue, des gens tombés par terre,
tout ivre-mort. Donc, nous avons décidé de faire quelque chose. Et donc, nous avons assuré une coordination avec tous les niveaux de gouvernement, avec le secteur public et privé, avec les groupes familiaux, les groupes éducatifs, pour essayer de résoudre ce problème. Donc, une nouvelle politique est née à cette époque. Et nous voyons les tendances là devant nous. On dit que c'est un petit pays. Et c'est pour ça que vous avez réussi. Et c'est pour ça que c'est très intéressant de travailler en Nouvelle-Calédonie, parce que la population est à peu près du même ordre. Mais vous voyez que d'autres pays ont introduit ce projet également. Et l'Estonie, la Croatie, la Latvie, la République tchèque ont continué à augmenter en ce qui concerne l'utilisation de l'alcool, alors que l'Islande ne cesse de baisser dans ses chiffres. Et là, vous voyez l'utilisation de l'alcool au Liechtenstein, qui est aussi un tout petit pays, continue à être très élevée, à Malte également, chez les jeunes. Et alors qu'en Islande, c'est tout petit. Alors, sur tous les volets, que ce soit l'alcool, le marijuana ou la cigarette, vous voyez que le modèle islandais a été très efficace, beaucoup plus que dans ces pays qui, à cette époque-là, n'avaient pas encore introduit ce modèle islandais. Alors, ce qui est très important, c'est que la pratique doit être fondée sur des recherches. Donc, on ne propose rien, on ne proposerait jamais aux municipalités de la Nouvelle-Calédonie de faire ceci ou cela sans savoir ce qui se passe dans ces différentes municipalités. Nous avons une équipe de scientifiques de première qualité qui ont déjà administré des centaines, des milliers de sondages auprès des jeunes. Et donc, nous ferions ces études dans les communautés et nous analysons chaque étude suivant la démographie de chaque communauté. On peut séparer les filles des garçons, les niveaux socio-économiques, les différents niveaux de soutien par les classes d'école. Et c'est là que vous commencez à comprendre ce qui se passe dans différents domaines. Et c'est ce que nous proposons de faire en Nouvelle-Calédonie, de faire cette recherche-là préalable. Et ensuite, on est restituer ces données auprès des communautés. On parle de motivational interviewing, les entretiens motivationnels en psychologie en ce moment. C'est une grande révolution dans notre métier. On n'impose rien aux gens. On leur présente des informations, on leur parle de leurs problèmes tels qu'ils les perçoivent et on leur demande ce qu'ils veulent faire pour remédier à la situation. Et c'est ça qui marche le mieux. Donc, une des meilleures questions qu'on pose dans cette approche-là, et je suis certain que vous utilisez cette approche avec vos enfants et vos amis, une des meilleures questions à poser, les plus efficaces, c'est que faisons-nous maintenant? Que faire à partir de maintenant? Et eux vont vous donner les solutions donc s'approprient de leurs propres solutions. Et c'est comme ça que nous procédons de la façon la plus efficace. Et nous validons leurs solutions par la suite. Alors, le troisième pilier, c'est une approche de proximité, communauté par communauté, qu'il s'agit de 500 ou de 1000 personnes par communauté. Certaines communautés auront 5000 personnes, mais on n'aura pas un modèle générique pour tout le monde. On va examiner chaque communauté séparément. Et ensuite, nous créons un dialogue entre les parties prenantes, les politiques, les acteurs sur le terrain, les services de santé, les professeurs, les coachs qui travaillent avec les jeunes, et voir quelles sont les ressources disponibles dans chaque communauté.
Vous voyez les différents pays très variés qui ont été influencés par le modèle islandais. Je ne parle pas de pays entiers, mais d'une quarantaine de municipalités dans différents pays européens qui ont collectionné des données sur les jeunes et ont trouvé que ça a été très efficace. Donc, c'est un modèle qui est facile à transférer. Certains vous demandez sans doute est-ce que ce modèle utilisé dans un pays aussi homogène que l'Islande, est-ce que ça marcherait dans un pays aussi hétérogène que la Nouvelle-Calédonie? La réponse c'est oui. Tout le monde s'inquiète pour ses enfants. Et les solutions sont basées au niveau de la communauté. On ne peut pas dire que cette solution-là marchera partout. On va baser chaque solution sur les données dans chaque municipalité en Nouvelle-Calédonie et les différentes ressources qui existent dans ces municipalités. Donc, voici des villes dans une vingtaine de pays dans le monde entier. On a pu donc déployer le modèle islandais dans ces pays-là et c'est en constante augmentation parce que c'est devenu viral, comme je l'ai dit tout à l'heure. L'Internet nous a été a tout changé dans le monde entier, a été d'une très grande utilité pour nous. En Russie, en Afrique, on lit ces ouvrages sur ces travaux. Et donc, c'était un grand honneur d'être avec vous ici ce soir en Nouvelle-Calédonie pour en parler. Alors, pourquoi baser tout sur la recherche? Si vous allez introduire un nouveau médicament et vous êtes obligé de faire des recherches pour ça, d'abord tester sur des animaux, est-ce que ça marche sur les animaux? Est-ce que ça marche sur les humains? Et sur des échantillons toujours plus grands d'êtres humains. Si vous allez construire un pont en Nouvelle-Calédonie, vous êtes obligé d'étudier les conditions, la topologie, etc. Si vous allez dans le tourisme, si vous allez introduire quelque chose de nouveau dans le tourisme, pareil dans la pêche, dans les industries pharmaceutiques. Alors, pour les enfants sont encore beaucoup plus importants que ces secteurs-là. Et il faut d'autant plus faire nos recherches de façon avec diligence. Alors, lorsqu'on demande aux enfants de faire ces questionnaires, ils n'ont pas de filtre. Ils sont très honnêtes quand ils parlent, très francs, surtout quand vous leur promettez que ce sera anonyme et que vous êtes sincère. Alors, on ne va jamais prendre leur nom et le nom ne sera pas sur leur feuille et qu'on ne donnera pas leur nom aux autres. Et à ce moment-là, ils vont tout vous raconter. Il y a forcément quelques enfants qui vont se méfier quand même, mais la plupart vont bien répondre. Nous utilisons donc la technologie moderne aussi pour analyser ces sondages et ça nous donne une très bonne idée de ce qui se passe dans chaque municipalité. Donc, j'adore ce dessin. Je crois que vous avez déjà eu cette expérience, d'entre vous qui travaillent avec les jeunes. Vous avez des chercheurs qui arrivent. Aujourd'hui, nous sommes réunis avec le Sénat coutumier et ils m'ont parlé de leur frustration, des chercheurs arrivés et utiliser la population comme échantillon et ils étaient souvent français et ne partageaient pas leurs données avec les Calédoniens. Et on n'a jamais su quels étaient les résultats de cette recherche. Et 3 ou 4 ans plus tard, on a publié ces données et j'ai eu cette expérience aussi. C'est très désagréable et ce n'est pas du tout ce que nous essayons de faire. On ne fait pas une étude. La recherche que nous allons mettre en œuvre sera uniquement pour informer la politique publique. Donc, ça, c'est l'ancienne façon. Le chercheur fait des recherches, c'est rangé quelque part, personne ne le lit, et les gens qui dirigent la politique publique ne sont même pas au courant de cette recherche, et les gens qui sont sur le terrain, qui rament,
sont aussi aveugles. Ils ne savent aucune idée d'où ils vont. Ils n'ont aucune base scientifique pour les aider dans leurs décisions. Donc, on dit, ne naviguez pas à l'aveuglette. Aujourd'hui, nous le faisons de cette façon-ci. La recherche est le moteur de la politique publique et les politiques plutôt dirigent les gens sur le terrain. J'ai discuté avec le maire de Reykjavik qui m'a dit de façon très franche, écoutez, il m'a dit, nous ne faisons jamais, nous ne prenons jamais de décision de politique publique sans recherche préalable. Et je trouve que c'est tout à fait rationnel de procéder de cette façon si nous voulons changer les choses. Donc nous disons naviguer sur la base des connaissances. En Islande, nous récoltons beaucoup de données sur les jeunes. Depuis 1992, nous récoltons des données sur chaque enfant en Islande, de l'âge de 14 à 16, de 16 à 20. Et à partir de l'an 2000, nous avons fait des sondages sur des jeunes encore en plus bas âge. Donc, il ne s'agit pas tout simplement uniquement plutôt de substances, mais aussi de suicide, etc. Vous serez étonné de savoir combien de jeunes contemplent le suicide. Et nous enseignons donc sur les activités de loisirs, sur le soutien des parents dans les écoles, quelle est l'implication des parents dans les écoles. Donc ces sondages nous aident énormément. En 45 minutes, vous pouvez faire un sondage dans un collège. Une heure au lycée, il y a une soixantaine de questions. Si nous formons bien les professeurs, et c'est bien fait, eh bien, les enfants l'aiment bien parce qu'ils n'auront pas en cours de maths pendant ce sondage. Donc, c'est quelque chose qu'ils adorent faire. S'il y a ce rapport de confiance et qu'ils savent qu'ils vont contribuer à changer la société. Alors, on peut parler à des jeunes à cet âge-là, de 14 à 18, pratiquement comme à des adultes. On peut leur expliquer pourquoi on fait ce sondage et quelles sont les implications. Même s'ils passent par des problèmes, ils seraient intéressés par un changement dans leur vie. Et ils sont très souvent très prenants. Nous examinons donc l'état de santé, le poids corporel, combien de kilos voulez-vous perdre, quelle est votre estime de vous-même. On sait qu'il y a également énormément d'anxiété en Nouvelle-Calédonie. Je sais qu'il y a eu de nombreuses études ici sur cette question. Je sais qu'il y a un sentiment de perte chez les Mélanésiens de leur pays, de leur identité. J'ai vu ça ailleurs. Ça peut se traduire par la colère et l'abus des substances. Donc, ce sont des questions que nous avons déjà vues. L'état de santé physique, le style de vie, les activités de loisirs, les réseaux communautaires, les événements négatifs dans la vie, les problèmes psychologiques dans les écoles, tous ces problèmes peuvent être représentés sous forme de tableaux et restitués à la communauté dans des termes qu'elle va comprendre. Et c'est ensuite donc les parties prenantes de chaque communauté qui va décider ce qu'ils vont faire de ces données. Alors, voici un exemple d'une toute petite partie du sondage. À gauche, vous voyez, c'est pour des collégiens. Dans les 30 dernières journées, combien de fois avez-vous eu plus de 4 boissons alcoolisées si vous êtes fille, ou 5 si vous êtes garçon, dans les 30 dernières journées?
Combien de fois pensez-vous qu'un élève typique de votre école a consommé de l'alcool? Donc, si on sait que si un jeune sait que ses amis boivent, il y a de très fortes chances qu'il va boire également. Donc, la pression des pairs est très importante. Si vous voulez acheter de la bière ou du vin ou de l'alcool fort, comment est-ce que vous le faites? Est-ce que ce serait facile? Donc, à droite, vous voyez ce que les élèves vont cocher. C'est très facile, très clair, très simple. Donc, ça c'est un petit échantillon des 65 questions que nous allons poser. Il y a deux raisons pour faire de la recherche. La première est scientifique et l'autre est pratique, d'ordre pratique. Nous analysons d'une façon scientifique en profondeur les données. Nous avons fait ce travail et c'est pour ça que les Nations Unies ont accepté ce travail, qu'il est tellement bien reçu partout dans le monde. Il y a eu plus de 100 articles écrits sur ce modèle. Et en général, les Islandais sont très honnêtes et francs sur leur façon de faire des recherches. Il y a énormément de protection de la confidentialité des enfants. Et nous avons des résultats très crédibles pour nos données. Alors, la science est la plateforme de la pratique. Si nous avons donc des résultats très fiables, nous pouvons prendre de bonnes décisions. Dans toute méthode scientifique chronologique, nous spécifions quel est le problème. On sait quel est le problème. On a de l'abus de substances, on a de la délinquance juvénile, etc. Nous identifions les données et ensuite nous explorons les solutions. Voilà, c'est comme ça qu'on procède en science. C'est du bon sens en fait. Et c'est ce que nous proposons de faire ici. Donc nous mesurons souvent, continuellement, et en ce qui concerne les données de recherche. Et il faut que ce soit comme des légumes frais. Qu'est-ce que je veux dire par des légumes frais? Eh bien, il faut que ce soit local. Et il faut livrer ces informations de façon rapide. Parce que si on attend trop longtemps, eh bien, les légumes se pourrissent. Et si ce n'est pas local, eh bien, ce n'est pas aussi productif pour la communauté locale. Et c'est la même approche que nous utilisons pour les informations récoltées en Nouvelle-Calédonie. Il y aura une distribution rapide, parce que les choses changent très vite. Une année, les enfants pourraient favoriser la marijuana, et l'autre année, ça pourrait être marijuana plus alcool ou une autre drogue. Il y a toutes sortes de sources de problèmes. Il faut donc faire continuellement ce genre d'études. Il faut que les données soient fraîches. Donc, on récolterait les données et dans un mois ou deux, on donc restituerait les données aux communautés locales pour commencer à faire du brainstorming. Ce ne serait pas des années plus tard, comme se passe si souvent dans les recherches. Les choses évoluent très vite dans la vie des enfants. Il faut le faire annuellement pour les 3 premières années et ensuite tous les 2 ans plus tard pour savoir quelles sont les conditions, si elles ont évolué ou non, et faire des changements. Là encore, je répète, c'est communauté par communauté. On ne va pas s'attaquer au territoire entier et dire que la même solution sera utilisée partout en Nouvelle-Calédonie. Les enfants ont le droit ils ont leur mot à dire sur ce qu'ils veulent et c'est notre devoir de faire bon usage de ce qu'ils nous disent, de réagir et d'essayer constamment de rendre leur vie meilleure. Je viens d'une conférence à Denver sur la violence et la colère des différents ethnies. Et ce que nous avons appris, c'est que tout le monde doit être autour de la table. Tout le monde doit être inclus dans la discussion. Si nous excluons quelqu'un, une partie prenante, la solution ne sera pas efficace. Alors il faut faire participer tout le monde autour de la table. Et je vois que nous avons une grande représentation ce soir dans cette salle et je suis ravi de voir ça. Alors nous avons une obligation d'inclure tout le monde et d'utiliser ce que les jeunes nous disent sur leur vie.
qu'est-ce que nous avons appris? Alors, à cette époque-là, en 1998, on avait déjà montré que certaines circonstances et comportements dans la vie des adolescents étaient fortement liés à la consommation de substances psychoactives. On savait qui étaient les enfants qui avaient ces problèmes. Et on savait, à partir des données de ces études, on savait ce qui allait protéger les enfants qui n'avaient pas ces problèmes encore, et quels étaient les facteurs à risque, ou de risque plutôt, chez les enfants qui abusaient déjà de ces substances. Nous avions une façon très systématique d'analyser ces données et de savoir quels étaient ces facteurs de risque ou de protection. Et entre 92 et 98, on voyait que l'abus des substances augmentait, ne cessait d'augmenter. La ligne rouge, c'est le tabagisme, et la ligne verte, c'est ceux qui avaient expérimenté donc, le hashish. Et en 98, c'est arrivé au maximum, et les gens en avaient ras-le-bol en Islande. Et nous avons découvert à partir des données que ces facteurs-là étaient les facteurs de risque et de résilience. On n'a pas besoin d'être un grand scientifique ou un grand savant pour le savoir. Si la famille est bonne, vous avez un facteur de résilience. Et si elle est dysfonctionnelle, eh bien c'est un facteur de danger, de risque. Et si vous avez, pareil pour les groupes de pères, les groupes d'enfants, d'amis, pareil pour les activités de loisirs. Si vous n'avez aucune activité de loisirs, vous avez 10 fois plus de chances de consommer de l'alcool. Et le sentiment de bien-être, si vous êtes marginalisé dans votre école, vous êtes intimidé, eh bien ça c'est un facteur de risque. Mais si vous avez le soutien de votre famille, de votre communauté, vous avez des chances d'avoir de bons résultats dans votre vie. Nous le savons très bien. Nous avons donc effectué une analyse beaucoup plus fine. Vous voyez que dans les données de famille, le temps passé avec les parents était un facteur critique. Nous avons une coutume très commune. Nous disons souvent aux États-Unis qu'il faut passer un temps de qualité avec les enfants, mais nous avons trouvé, en analysant ces données, c'est pas tout seulement la qualité de ce temps, mais aussi la quantité. Donc, vous ne pouvez pas passer une heure une fois par semaine avec votre enfant et le sortir avoir un concert. C'est le nombre d'heures par jour. Et les Islandais sont des grands travailleurs comme vous. Je vois que vous travaillez en Nouvelle-Calédonie. Les Islandais très souvent ont 2 boulots, et ils se sont rendus compte que le temps passé avec les enfants était critique. Et le soutien qu'apportent les parents aux élèves est également critique à leurs enfants. L'idée de passer du temps avec vos enfants, ce sera donc un message propagé par les médias, par les établissements scolaires, etc. En Islande, on a demandé aux parents de signer un engagement de passer plus de temps avec leurs enfants et de venir aux réunions de parents d'élèves beaucoup plus souvent. Et certains parents, bien sûr, s'en lavent les mains, mais la plupart des parents, même s'ils ont des problèmes eux-mêmes, même s'ils utilisent des drogues eux-mêmes, veulent que leurs enfants s'en sortent. Et donc, c'est une autre façon de les aborder, de savoir combien de temps ils passent avec leurs enfants, et les encourager à en passer plus. En ce qui concerne donc le contrôle et l'évaluation, eh bien, on s'est dit en Islande que c'était pas bien que les enfants sortent après 22 heures avant l'âge de 16 ans. Et ce n'est pas un couvre-feu, il s'agit d'une pratique sociale. L'enfant ne va jamais accepter. On peut dire à l'enfant qui refuse de rester à la maison que tu ne peux pas sortir parce que c'est la règle. Tout le monde suit cette règle. Personne ne sort après 22 heures en dessous de l'âge de 16 ans. Et on ne voit plus des jeunes dans les centres commerciaux à 23 heures. Et donc, nous avons donc abordé la question de la supervision des jeunes. En ce qui concerne l'effet des groupes de pairs,
Quand on sait avec qui traînent nos enfants, ça fait une grande différence. Donc, rester en dehors de la maison très tard, c'est quelque chose de très mauvais. On évite de rester dans les centres commerciaux très tard. Alors, le sentiment de bien-être, eh bien, il faut trouver des mesures pour contrecarrer ce genre de choses. Si vous êtes au courant de violences domestiques, de violences intrafamiliales, eh bien, vous avez des points d'appui pour agir. Et un gros facteur, c'est l'organisation des activités sportives. Et en Islande, nous avons pu proposer aux familles des cartes loisirs. Donc, chaque famille en Islande a une carte de 400 € qui est allouée à inscrire l'enfant dans une activité athlétique ou artistique surveillée. Et c'est une très bonne idée. Chez les enfants de 10 à 12 ans, nous avons donc un taux de participation de 90%, pratiquement 95% des enfants dans cette cohorte-là participent à des activités sportives. Et je crois qu'ils en sont très fiers. L'Islande qui a qualifié pour la Coupe du Monde de football, donc, alors que les États-Unis n'ont pas pu se qualifier. Donc, ils sont très fiers de cela aussi. Donc, voici le pourcentage de collégiens et de lycéens qui sont enivrés. Vous voyez là que si pratiquement tous leurs amis se saoulaient, eh bien, pratiquement 70% des gosses se sont saoulés dans les 30 dernières journées. Si pratiquement aucun de leurs amis ne se saoulait dans les 30 dernières journées, eh bien, le taux tombe à 4,6. Donc, il faut avoir ces données. Et là, vous voyez des jeunes qui... les filles qui n'ont jamais participé à des activités sportives, 25% d'elles fumaient, alors que celles qui participaient au sport ne fumaient pratiquement pas. Ce sont des données très intéressantes et donc nous essaierons de savoir communauté par communauté ce qui se passe. Et voici le pourcentage pour les enfants de 14 à 16 ans qui, dépendamment du temps qu'ils passent avec leurs parents, vous pouvez voir ici avec 42% des enfants qui passent aucun moment avec leurs parents au cours des 30 derniers jours. Ça descend à 13% pour ceux qui passent beaucoup de temps avec leurs parents. Donc on sait que c'est un facteur de protection important et ceci est très clair et très efficace. Alors l'Islande, on a une toute nouvelle méthode de lutte contre la prévention pour la drogue. Et donc, on s'est rendu compte que les Américains ont mis en place quelque chose qui ne marche pas, c'est leur système OSE qui n'a pas fonctionné du tout. Vous voyez la police qui va dans les écoles et discute avec les enfants et essayer de les éduquer, leur expliquer. Mais en fait, ils sont devenus plus curieux par rapport à l'usage de la drogue et donc en fait, les Américains ont essayé d'expliquer ça aux parents, mais ça n'a pas du tout marché par la force. Ce qui marche le mieux, qui est le plus logique, c'est de donner des choses à faire aux enfants qui marchent mieux. Les amener à stimuler leur cerveau et à éviter les drogues de cette façon. Donc, ce modèle islandais, l'objectif est de changer le comportement, mais aussi leur style de vie. Ce n'est pas un modèle psychologique, mais plutôt sociologique. Comment vous changez la société en tant que telle? Le contexte dans lequel les enfants vivent? Promouvoir. Maintenant, ils vivent dans un contexte social totalement différent en 2017 que celui qu'ils avaient en 1998. Et même comparé à celui qu'il y a dans le monde. Vous verrez que c'est une prévention primaire qui est surlignée en bleu. Vous verrez c'est la première, ce n'est pas la secondaire ni la tertiaire. C'est s'attaquer au problème avant même qu'il commence.
Dans notre société, vous verrez qu'à chaque fois qu'il y a une crise, on passe beaucoup de temps et d'argent à traiter le problème. Mais à long terme, ça crée plus de problèmes. Parce que si on n'arrête pas le problème avant qu'il commence, eh ben, on va payer l'addition à la fin. Et c'est en général ce qui se passe. Voilà ce qu'on savait. On savait que ces facteurs étaient importants. Les facteurs familiaux, l'école, les pères, les activités extracurriculaires. Donc, ce qu'on a trouvé, qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces informations qu'on a trouvées pour agir et faire quelque chose? On a utilisé la recherche, on s'est fondé sur la recherche pour faire des nouvelles politiques et mettre en place des mesures préventives. Donc, basé sur le modèle qu'on avait islandais, on s'est orienté sur les municipalités et posé la question de savoir qu'est-ce qu'on peut faire. Beaucoup de gens avaient beaucoup d'idées sur la façon de procéder. Et on a procédé en profondeur et ils nous ont donné d'anecdotes sur ce qui s'est passé. On a parlé aussi avec les politiciens. Et il y avait beaucoup de personnes qui nous ont donné des idées sur la façon dont ça devrait être fait. Et donc on avait parlé avec les parents et de plus en plus de parents et d'associations parentales se sont impliqués pour changer la vie de leurs enfants. Et on supporte les organisations non gouvernementales qui sont actives. Et c'est magnifique de voir qu'ils sont vraiment intéressés pour changer la donne. Donc, aider aussi les jeunes qui sont à risque au sein même des écoles. Et on a formé des groupes de lutte contre l'usage de la drogue. Et donc, on travaille avec les différentes parties pour justement faire bouger les choses à ce niveau-là. Le gouvernement, dans ce cas ici, en Reykjavik, dans la ville, 7% de son budget général est à l'usage de subventions et qui représente une somme non négligeable, 48 millions d'euros alloués par le gouvernement pour les organismes sportifs et pour la jeunesse, 14 millions aussi pour les groupes de musique à l'école et aussi les centres et les activités scolaires et les clubs de jeunesse. Je ne sais pas combien de vous se sont imaginés combien de temps libre les enfants ont. Combien de temps les enfants ont vraiment de libre? Parmi vous, qui pense que les enfants ont 20% seulement de temps libre ou 50%? Qui ne veut pas répondre à la question? C'est à peu près 70% des enfants, 70% du temps d'éveil des enfants, c'est un temps énorme, c'est beaucoup de temps qu'ils ont sans être surveillés, supervisés, et j'ai fait des recherches là-dessus. Et le cerveau des adolescents, il fait en sorte qu'ils veulent prendre des risques. Et le moment où ils prennent le plus de risques, c'est à l'âge de 16 ans. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils ne cherchent même pas à voir quelles seront les conséquences de leurs actes. Ils ne cherchent même pas à savoir si c'est bon ou si c'est une bonne idée ou une mauvaise de prendre une voiture sous l'influence de drogue. Ils sont plus en train de calculer qu'est-ce qu'ils vont tirer de bien de ça. Donc, tout ce temps sans être supervisé est vraiment une recette pour une catastrophe. Donc 70% sans que personne les surveille. Donc la subvention est de 430 € par enfant depuis le début de 2017. Et donc avec ce modèle, voici une publicité, une brochure qui a été publiée, qui a été donnée et fournie à tous les Islandais. Donc ceci vous donne une idée de toutes les inscriptions qui ont été prises. Vous voyez qu'en 2014, 90% des 16-18 ans étaient impliqués, participaient dans des activités qui étaient supervisées. Pardon. 6 à 18 ans. Et des 6 à 9 ans, 99% des enfants étaient impliqués dans des activités extracurriculaires
Pour les 10-12 ans, 98%. Et ça, avant 1986, ceci n'était pas disponible. Donc vous voyez le changement drastique que ça crée au sein de la société. Et j'étais impliqué personnellement auprès de plus de 2000 enfants qui ont fait ce genre d'activité. Et ça marche vraiment. Ils étaient beaucoup plus impliqués, beaucoup moins impliqués dans les gangs. Et je leur ai demandé comment vous êtes sortis des gangs. Quelqu'un s'est soucié de moi. Et il y a quelqu'un qui leur a tenu la main, qui les a aidés à passer les différentes étapes pour vraiment s'intégrer dans la société. Et donc, on a une façon systématique de procéder. Donc, on ne se base pas sur une moyenne. Ça ne sert à rien du tout. Si on se base sur 50% sur les 14-16 ans qui se sont rendus ivres, qui sont saoulés, ça ne vous dit rien. Ça n'a aucun impact sur les municipalités ou ce ne donne pas vraiment une idée de ce qui se passe. Si vous mettez votre pied dans un bac d'eau froide et un bac d'eau chaude, et donc si je vous demande quelle est la moyenne quand vous mettez vos deux pieds, ça ne vous dit rien. Ça ne vous dit pas ce qui s'est passé pour celui qui brûlait avec l'eau qui est vraiment bouillante. Donc, le travail qu'on fait, c'est auprès des municipalités, les unes après les autres. Mais cette moyenne ne nous donnait pas la façon de procéder vraiment en détail. Donc, vous savez qu'à Nouméa, les conditions sont vraiment différentes que d'autres régions du pays. Donc, vous savez, du côté ouest. Le nord aussi peut être différent aussi. C'est un peu la métaphore. Donc, ce qu'on veut savoir, c'est vraiment, il faut vraiment cibler et adapter à chaque région à ses spécificités. Donc, sur l'information qu'on a, elle est immédiate. On partage cette information le moment qu'elle nous est fournie et il y a les rapports dans les 2 prochains mois qui suivent, pas 3 à 4 ans plus tard. Et on a accès immédiat sur la situation actuelle sur le terrain, parce que les choses changent. Et dans les 6 prochains mois, cette situation peut encore changer. Donc c'est en se basant sur l'information sur le terrain que ça nourrit le dialogue. Donc, il faut que les politiciens, les municipalités, les autorités locales, les groupes parentaux, les intervenants pour le familial, les familles, les autorités scolaires, les autorités sanitaires, il faut que tout le monde soit impliqué pour que certains de ces problèmes soient résolus. Ainsi, des exemples d'actions nationales qui ont été prises, limiter l'âge d'achat du tabac et de l'alcool. Avant, c'était 16 et 18 ans, maintenant c'est 20 ans. Les règles ont été changées, maintenant c'est 22 heures pour rester avant de rentrer. Maintenant, le week-end c'est minuit, mais en semaine c'est 22 heures. L'usage de substances psychoactives a vraiment diminué. Comme on vous montrait un peu plus tôt dans les différents graphiques, et ce qu'on a montré au cours du monde, c'est très important, ces données sont très importantes. Ne s'est jamais saoulé une seule fois dans sa vie pour les adolescents entre 16 et 20 ans. On voit une amélioration. En 2018, seulement 18% en 2000 et 18 ans plus tard, 46% n'ont jamais bu d'alcool dans leur vie. Donc dans les collèges, dans les lycées islandais, pour l'usage d'alcool, la consommation d'alcool pour les 16-20 ans, vous voyez qu'en 2000, ce était à 64% et que ça a descendu encore, c'est diminué. Même chose pour le tabac, la même tranche d'âge, 28% et maintenant c'est 5%, 18 ans plus tard. Le tabac est sûrement ce qui est le plus mortel, le plus dangereux pour l'être humain. Et il faudrait vraiment faire attention, être alerte à la situation. L'usage du cannabis, une ou plusieurs fois dans les lycées islandais, 16-20 ans. Alors,
l'usage précoce des substances psychoactives. Donc ceux qui ont commencé à se saouler dès l'âge de 13 ans et ceux qui avaient 15 ans, 57% d'entre eux avaient un risque de développer un problème avec l'alcool. Et en 1991, on voit que qu'est-ce qu'il faut retenir de cela, c'est qu'il faut vraiment retarder le moment de la première prise. Si on peut éviter la première prise, on a vraiment, c'est vraiment ce qui critique pour les adolescents. La prévention économise de l'argent. Moins de familles brisées, moins d'aide sociale nécessaire, moins de chômage, moins de crimes, moins de détention, d'incarcération et des villes plus sûres. Ne rien faire est la méthode la plus chère, la plus coûteuse. Et ce n'est pas vraiment un budget qui est si énorme que cela. Et maintenant, en 2018, la même méthodologie qui a été utilisée pour l'abus d'alcool et qui maintenant aussi pour la dépression, le suicide, les délinquances, parce que le bien-être des jeunes a augmenté au fil des années. La liste des choses à faire. Alors, il faut établir un plan de la situation en se basant sur les conditions locales et spécifiques, en se basant sur les données de base pour déterminer les facteurs de protection et de risque, faire appel aux intervenants sur le terrain au niveau communautaire, créer des réseaux locaux au sein de différentes institutions et de la municipalité, donner des informations immédiates et pratiques rapidement, mesurer régulièrement et fréquemment, au moins une fois par année au cours des 3 premières années. Et après, on pourra décoller, on pourra naviguer à nouveau, hisser les voiles et finalement naviguer dans la bonne direction. Cette diapositive vous donne un peu plus de détails, un contexte sur les questionnaires par rapport aux informations qu'on veut sur les différents risques auxquels sont exposés les enfants au collège et au lycée. Et on a vraiment d'excellents scientifiques qui traitent ces informations et qui sont vraiment intéressés à participer au même questionnaire en Nouvelle-Calédonie. Le questionnaire prend 45 minutes à compléter, ça prend le temps d'une classe. Il y a à peu près 65 questions, c'est un peu plus pour le lycée, parce que voilà, ça prend à peu près 1 heure. Ça, ce sont les résultats qu'on donnerait une fois qu'on a eu les questionnaires. On se base sur les informations que nous donne par rapport à leur poids, sur le pourcentage des enfants qui étaient actifs et de quelle manière, sur la nutrition, l'intimidation, la violence, la santé, l'usage d'alcool, de marijuana, d'autres substances psychoactives, de tout ça. On va vraiment en profondeur à partir de tous ces éléments. Et à partir de ça, on peut choisir ce qu'on va faire. Et comme nous l'explique Helen Keller, c'était une femme vraiment... comme elle expliquait dans une de ses citations, c'est vraiment une tragédie de pouvoir voir sans avoir de vision. J'avais été invité à une radio, et donc la personne qui m'a interviewé, il m'a dit, quand il m'a dit, mais après que je lui ai exposé mon modèle, il m'a dit, mais comment ça se fait qu'on ne peut pas faire ça dans le monde entier? C'est logique, ça tombe sous le sens. Et donc maintenant, je suis ouvert à toutes vos questions. Donc j'y répondrai. Je vous remercie d'avoir aussi attentif à ce que je vous ai dit.